Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live du vendredi 6 décembre. J'espère que vous avez toutes et tous passé une très très bonne semaine. C'est le retour des lives du matin à 8h30. Ça fait plaisir. On va reprendre un peu le rythme, hein. Comme j'avais expliqué la dernière fois, on a fait un petit live mercredi soir. À partir de maintenant, il y aura plus que 2 lives par semaine, un le mercredi matin et un le vendredi matin à l'heure habituelle, donc 8h30. Donc voilà, et le mercredi, du coup, on va commencer par un texte Kegon, et le vendredi, on va faire un texte Jodo Shinshu. Salut Dagdeg. Et justement, le texte Jodo Shinshu qu'on va attaquer à partir d'aujourd'hui, eh bien, c'est un texte très connu qui s'appelle le Tannisho, qui est ici dans la traduction du révérend Jérôme Ducor. Traduction en français. Alors, le Tannisho, c'est un texte qui est. Ah, il dit: Je dois filer tôt, j'ai un entretien à 9h ce matin. Bah, mince, courage à toi, courage à toi. Le Tannisho, c'est un texte qui est un petit peu particulier, qui a une histoire un petit peu particulière dans le Jodo Shinshu. On va avoir l'occasion d'en discuter. Ce que je vous propose, c'est de commencer par lire l'introduction qu'a écrit Jérôme Ducor, qui est très bien faite. Et après, on va revenir un petit peu sur certains détails, justement, on va dire, de l'histoire de ce texte-là, avant d'attaquer vraiment son contenu. Donc, je vais vous partager ça. Je vais déjà vous montrer ce qu'en dit le révérend Jérôme Ducor dans son introduction. Alors, il nous explique, hein, le Tanisho, et c'est une de ses premières caractéristiques, c'est un texte qui n'est ni signé ni daté, son auteur s'étant délibérément effacé derrière les propos de Shinran qu'il rapportait. Parce que donc le Tanisho, hein, ce livre-là, c'est effectivement un recueil de paroles de Shinran, et ensuite il y a des compléments d'informations par l'auteur en lui-même, mais tout le début du texte, en fait, ce sont des paroles de Shinran qui sont rapportées. La grosse question, c'est rapporté par qui? C'est une question qui a posé pas mal de soucis dans l'histoire, même si, on va le voir, hein, on va dire les historiens actuels sont quand même à peu près d'accord sur qui l'aurait écrit. Donc c'est un texte, comme je disais, hein, qui n'a pas d'auteur. Tout ce que nous pouvons déduire à partir du texte lui-même, c'est que l'auteur inconnu était un débatteur, donc une personne qui avait l'habitude voilà, de se confronter à d'autres opinions, et un disciple personnel de Shinran qu'il lui survécut, bien entendu, et qu'il se sentait lui-même au terme de sa vie, qu'il vivait en province, mais faisait souvent le voyage à Kyoto. Donc ça, c'est une information qu'on arrive à grappiller par rapport au contexte. Cependant, depuis le XVIIIe siècle, un certain consensus s'est dégagé pour estimer que l'auteur ne serait autre que Yuen Bo, dont le nom apparaît comme interlocuteur de Shinran dans les 2 dialogues du Tanisho qui sont relatés au chapitre 9 et au chapitre 13. Donc c'est vrai que ça donne quand même un gros indice, salut Éponine, un gros indice, hein, sur qui serait l'auteur, le fait que effectivement il y a ce nom Yuen qui apparaît dans un dialogue, enfin dans 2 dialogues. Donc on se doute, ça met quand même sur la piste que ce serait ce disciple qui s'appelle Yuen qui aurait écrit ce Tanisho. Et on sait peu de choses sur Yuen, hein, les sources anciennes ne livrent que peu de renseignements sur Yuen, mais ceci correspondrait bien au portrait qu'on se ferait de cet auditeur discret et attentif de Shinran, disciple personnel de ce dernier, vivant dans l'est du Japon, à Kawada. Yuen était réputé pour ses sermons d'une grande intelligence, mais il n'a laissé aucun traité ni commentaire. Durant l'hiver 1288, on sait qu'il visita le mausolée de Shinran à Kyoto, et il y rencontra le jeune Kakunyo, qui est l'arrière-petit-fils de Shinran, et c'est lui qui devait ériger ce mausolée en temple sous le vocal de Honganji. C'est pour ça qu'à la base, hein, les Honganji, ce sont des mausolées pour Shinran. Et justement, la biographie de Kakunyo nous apprend que celui-ci interrogea longuement Yuen sur diverses questions, salut Inoshishi, comme le bien et le mal, sujet qui revient fréquemment dans le Tanisho. Il se pourrait donc que notre texte constitue comme un mémoire de ces discussions auxquelles se mêla peut-être aussi Nyoshin, qui était le petit-fils de Shinran. Donc en tout cas, voilà, tous ces éléments-là font penser que l'auteur du Tanisho est très probablement Yuen, hein, donc le fait que ce soit un personnage qui apparaît dans 2 des dialogues du texte, le fait qu'il ait discuté aussi avec Kakunyo, le fait que justement dans la biographie de Shinran qu'a écrit Kakunyo, il y a des éléments qu'on retrouve qui sont proches de ce qu'on a dans le Tanisho. Voilà, tous ces éléments-là nous laissent à penser qu'effectivement Kakunyo s'est aussi inspiré, ou en tout cas a posé des questions à Yuen quand Yuen l'a rencontré, pour pouvoir écrire sa biographie derrière de Shinran. Donc voilà, tout ça nous laisse fortement penser que l'auteur serait ce fameux Yuen. Salut Tomoyo. Voilà. Donc voilà. Mais de base, le texte n'est pas signé. On n'en sait pas forcément plus. Voilà. Donc ça, c'est les premières choses intéressantes.
Et ce qui est intéressant aussi avec le Tanisho, c'est donc outre le côté, l'auteur anonyme, il y a justement le contenu du texte et la façon dont ce texte a été transmis à travers l'histoire. Donc c'est ce qu'il nous explique ici, ce que Jérôme Ducor nous explique, dans cette deuxième partie. Il dit, «On ne connaît pas l'histoire des 2 premiers siècles de la transmission du Tanisho, dont les plus anciens manuscrits ne datent que de la seconde moitié du XVe siècle. Pendant les 4 siècles qui suivirent, cet ouvrage, imprimé pour la première fois en 1662, donc assez tard, ne connut que peu d'écho, soit du fait des incertitudes planant sur l'identité de son auteur, soit en raison de son contenu un peu déroutant.» En fait, le côté déroutant, on a ici le... Oula, pardon, je suis un collab partage d'écran. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sur les bonnes scènes. Voilà. Ce qu'on a, le côté déroutant, en fait, on a une citation de Regnault. Regnault, c'est la personne qui est là-haut, qui est considérée comme le deuxième fondateur du Jodo Shinshu. C'est la personne qui a vraiment réuni toutes les communautés de Jodo Shinshu grâce à ses lettres. C'est vraiment, on va dire, le deuxième personnage le plus important du Jodo Shinshu après Shinran. Regnault, il aimait beaucoup le Tanisho. Il avait sa propre copie. Et je vais vous lire ce que Regnault dit concernant le Tanisho. Il dit: cette écriture sacrée est l'un des textes les plus précieux de notre école. Cependant, ceux qui ne sont pas suffisamment mûrs dans la foi ne devraient pas être autorisés à le lire sans plus d'explication ou sans discernement. Donc il y a vraiment cette note importante de Regnault, c'est quelque chose qu'il a marqué sur sa propre copie du Tanisho en disant ok, ce livre-là, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est un peu comme un couteau. C'est-à-dire, si vous savez le prendre correctement, il peut vous aider à couper à travers vos idées fausses, à votre attachement, etc. Par contre, il y a un fort risque que si vous vous trompez, vous le preniez par la lame et que vous vous coupiez vous-même. Donc vraiment, Regnault, il en avait conscience, il a conscience du côté très, des fois un peu ambigu du contenu de ce texte-là. Et le fait que du coup, il ne faut pas le montrer à tout le monde sans plus d'explications parce qu'il pourrait être très très facilement mal interprété. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Certains propos de ce texte ont été mal interprétés. Voilà, et ce contenu que Jérôme Ducor, les révérends Jérôme Ducor, appelle déroutant, c'est ça. Vous allez voir, pour moi, le Tanisho, ce texte, c'est vraiment une compilation de punchlines. Il faut imaginer, c'est comme si l'auteur, a priori Yuen, régulièrement, quand il discutait avec Shinran ou qu'il assistait au sermon de Shinran, il entendait un truc et il disait waouh, ça c'est punchline, ça. Et du coup, il rentrait chez lui et il le notait en disant ouais, oh ouais, bien celle-là. Et donc, il avait tout son petit carnet de punchline. Sauf que les punchlines, c'est très très bien quand tu as le contexte, hashtag JDG, quand tu connais le contexte. Mais quand tu n'as pas forcément tout le contexte et tout le background doctrinal qui va derrière, tu peux vite te prendre la punchline dans la face et pas comprendre ce qui t'arrive. Donc c'est le risque du Tanisho, c'est le risque qu'avait très très bien compris Regnault quand il disait ne le montrez pas et ne le partagez pas avec des gens qui sont pas suffisamment mûrs parce que ça va leur faire du mal. On risque de faire n'importe quoi. Donc voilà. Et là où c'est le côté qui est assez paradoxal de ce Tanisho, c'est que tout ça a fait que jusqu'au début du XXe siècle, ce texte était quasiment inconnu, presque inconnu. C'est-à-dire que dans les cercles de Jodo Shinshu, il était quand même connu, il y a eu des commentaires qui ont été écrits, etc. Mais il était quand même mis pas mal dans l'ombre, justement pour éviter de propager des trucs qui pourraient embrouiller un peu tout le monde. Donc il était pas mal mis de côté, même si voilà, il avait sa propre existence, sa propre vie. Et en fait, ce n'est que... Salut Sencha. Et comme dit Eponine, le tantra du Jodo Shinshu, c'est le côté un peu underground, c'est ça, c'est la mixtape underground du Jodo Shinshu. Il allait même pas signer et tout, tu sais, c'est la mixtape cachée, tu sais même pas exactement qui l'a fait, mais tu sais que voilà, ça, c'est du solide quoi. Et du coup, en fait, ce que je disais, c'est que à partir du XXe siècle que le texte a commencé à vraiment être connu. Et il a pris une seconde vie à partir du XXe siècle. Donc c'est ce que Jérôme Ducor explique ici. Il dit voilà, il ne connut que peu d'écho jusqu'à l'époque, puis il suscita l'intérêt des premiers philosophes modernes du Japon, tels Kiyosawa Manchi, la famille, le sang, et Nishida Kitaro, un des plus grands philosophes modernes japonais. Enfin, sa révélation au grand public survint par le biais d'une pièce de théâtre de Kurata Hyakuzo,
qui s'en inspirait librement. Publiée en 1917, cette pièce connut un vif succès qui rejaillit sur le Tanisho et celui-ci fut dès lors connu comme un des grands textes de la spiritualité bouddhiste japonaise. Ce texte, c'est le texte qu'on appelle le Prêtre et ses disciples, qui est sorti en français également, hein. J'ai ici une traduction, je vous avais déjà montré ce texte, hein, mais j'ai une version qui date de... Attends, je ne sais pas lire. 1932, voilà. C'est des chiffres romains, j'ai galéré. C'est écrit en chiffres romains parce que c'est un vieux livre. 1932, donc là j'ai une édition de 1932, donc finalement publiée en France ne serait que seulement 15 ans après la version originale japonaise, à une époque où en France personne n'a la moindre idée de ce qu'est le Jodo Shinshu. Ce livre sort. Et le contenu de ce livre-là, en fait, s'intéresse beaucoup justement à la relation entre Yuen, l'auteur présumé du Tanisho, et Shinran, sur la base justement des éléments qui sont discutés dans le Tanisho. Donc on a bizarrement en français cette pièce inspirée du Tanisho qui est aussi sortie. Voilà. Version française, Le Prêtre et ses disciples de Hyakuso Kurata, que vous pouvez probablement trouver à pas cher, hein, sur des sites d'occasion, hein, si vous le cherchez. Voilà. Et donc derrière, hein, effectivement, suite à cette pièce de théâtre-là, entre autres, le Tanisho a connu un gros succès. Et à partir de là, vraiment, il va avoir sa propre vie, hein. Il va commencer à être traduit dans de multiples langues. Et même en espéranto, hein, Jérôme Ducor explique, il a même été ici traduit en espéranto. Et ça va devenir vraiment un des livres spirituels les plus lus du Japon. Donc voilà, ça c'est un point qui est intéressant à voir, hein, c'est vraiment ce livre-là, au contenu très punchline, parfois ambigu, qui d'un coup sort de l'ombre au XXe siècle et devient vraiment un des livres bouddhistes les plus lus du Japon. Un des avantages qu'il a, hein, justement, qui facilite sa diffusion, c'est le fait que c'est un livre très court. Là, ici, on a un livre, c'est le Tanisho, mais il n'y a pas que le Tanisho aussi. Il y a aussi d'autres écrits de Seikaku, Honen et Genshin. En fait, le Tanisho en lui-même ne fait que quelques pages. C'est vraiment un très très court traité. Donc, effectivement, il se lit vite, hein. Le Tanisho, c'est ça, concrètement. Il se lit vite. Et voilà, il est assez stimulant intellectuellement, même si parfois assez déroutant. Voilà. Et donc, dans le Tanisho, hein, on a les 10 premiers chapitres qui rapportent sans commentaire des propos de Shinran lui-même. Et ensuite, on a une deuxième partie où là, on va avoir justement des propos plutôt de Yuen, voilà, sur des points de doctrine qu'il va discuter sur la base de ce qu'il a retenu des enseignements de Shinran. Voilà en gros pour cette introduction. Je trouvais que c'était intéressant de le remettre un petit peu dans le contexte pour que vous compreniez déjà l'histoire assez particulière de ce texte-là. Il a sa trajectoire historique bizarre. Et donc maintenant qu'on a vu ça, eh bien, on va pouvoir commencer à l'étudier ensemble. Je vais essayer de bien le détailler, surtout s'il y a des points qui vous paraissent pas clairs ou bizarres ou autres, n'hésitez pas à me poser des questions. Bien sûr, hein, je suis là aussi pour y répondre avec grand plaisir. D'ailleurs, au passage, hein, je remercie le révérend Jérôme Ducor si jamais il voit ce live. C'est lui qui m'a passé le PDF que j'ai actuellement. Parce que le livre, je ne l'ai pas trouvé en PDF, hein, je ne l'ai qu'en version physique ici. Et du coup, j'aurais pu le récupérer, le scanner et tout, mais c'est toujours un peu galère. Et en fait, je lui ai demandé, il m'a filé le PDF, donc c'est très cool, très sympa de sa part. Donc le livre s'ouvre déjà sur une préface de, a priori, Yuen, hein, le disciple. Si je tourne respectueusement mon humble jugement en arrière, et que je compare globalement le passé et le présent, je déplore des divergences sur la foi véritable issue de la tradition orale de notre défunt maître, et je pense qu'il y a des doutes hérités d'érudits ultérieurs. Mais sans le bonheur de s'appuyer sur un ami de bien doué d'affinité, comment entrer dans la méthode unique du parcours facile? Il ne faut absolument pas confondre la doctrine du pouvoir autre avec la compréhension de nos vues personnelles. Ainsi ai-je noté un peu de la teneur des propos de feu sa sainteté Shinran, conservés au creux de mes oreilles. C'est seulement pour dissiper les incertitudes des pratiquants de la même foi. Donc là, il faut expliquer un petit peu déjà le contexte et qu'est-ce qui se passe. Donc, on le disait, hein, le Tanisho est écrit probablement au moment où Yuen lui-même sent qu'il approche de la fin de sa vie. Et il voit autour de lui pas mal de différences par rapport aux enseignements qu'il a reçus
de Shinran qui est à ce moment-là déjà mort, hein. Yuen aurait survécu une vingtaine d'années après Shinran. Il faut comprendre que, à l'époque, les écoles du Nembutsu, donc les écoles qui sont en lien avec le Bouddha Amida, qui se basent sur les 3 sutras d'Amida, qui se basent sur la pratique du Nembutsu, en fait, ces écoles-là sont relativement peu organisées et elles sont aussi relativement variées dans leurs approches. On a bien sûr déjà les enseignements qui viennent de l'école majoritaire, le Tendai, qui ont leur propre approche du Nembutsu en tant qu'une pratique parmi tout un tas d'autres pratiques. Il a remis le stupa au centre. Ah, vraiment, c'est le but de Yen, c'est de remettre le stupa au centre du village. Exactement, Pauline. Elle est bien celle-là, mettre le stupa au centre du village. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est ça, ces écoles. Donc, on a par exemple le Tendai qui dit voilà, bah, le Nembutsu, c'est une pratique parmi tout un tas d'autres. Et le Tendai a par exemple cette approche qui dit l'approche du Tendai, en gros, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Si on devait le résumer, hein, si on prend par exemple ce que dit dans ses textes, hein, quand il parle du Nembutsu, il dit en gros, tu fais ta part du travail et Amida fait sa part du travail. Et ensemble, où je dois avoir un freeze là. Et du coup, c'est comme ça qu'on réalise la pratique et vous pouvez faire plein d'autres pratiques autour. À côté de ça, eh bien, en fait, on a toutes les écoles qui. Alors, c'est même plus vraiment des écoles à ce stade-là. On a plutôt tous les disciples de Honen. Honen, donc du coup, ancien moine Tendai. Honen, c'est le maître de Shinran, mais c'est aussi le maître de plein d'autres disciples qui viennent de différentes écoles, hein. Il y a des moines Tendai, il y a des gars comme ça qui sont un petit peu d'autres écoles, c'est pas très clair. Bref, il a tout un tas de disciples différents. Et en fait, ces disciples vont pas toujours avoir la même interprétation des enseignements de leur maître. Et ça, c'est un truc qui est assez fou avec les disciples de Honen, c'est ils étaient tous ensemble, ils avaient tous le même maître, et pourtant, derrière, il va y avoir vraiment des différences doctrinales entre ces disciples qui, d'un point de vue extérieur, peuvent peut-être paraître un petit peu anecdotiques, mais dans la pratique, sont vraiment importantes. Typiquement, on va avoir des disciples de Ronen qui vont mettre l'accent sur le nombre de répétitions du Nembutsu. Ils vont dire, c'est pas forcément l'important, c'est pas votre état d'esprit par rapport au Nembutsu, c'est pas vraiment votre foi ou le fait de vous en remettre particulièrement au Bouddha. L'important, c'est vraiment de le réciter le plus de fois possible, tout simplement parce que vous ne pouvez pas être sûr jusqu'au dernier moment de la mort, jusqu'au moment où vous allez mourir, que vous serez capable de penser au Nembutsu. Et si vous n'êtes pas capable de penser, de réciter le Nembutsu au moment de la mort, eh bien du coup, toute votre pratique avant n'aura servi à rien. Donc il y a des disciples de Honen, hein, ce qui a donné l'école Jōdoshu, qui vont dire, le but du coup, c'est de réciter un maximum de fois le Nembutsu tous les jours, pour être sûr que au moment où vous mourrez, ce soit une telle habitude que vous puissiez le dire. À l'inverse, ça c'est un bout du spectre. À l'autre bout du spectre, on a notamment Shinran qui va vous dire, au moment où vous vous en remettez au Bouddha Amida et que vous prononcez le Nembutsu, à ce moment-là, votre naissance dans la terre pure, elle est déjà effectuée. Donc en fait, peu importe ce qui se passe après, peu importe votre état d'esprit au moment de la mort, vous n'aurez pas de problème en fait, parce que vous avez déjà réalisé la cause de votre naissance dans la terre pure dans le moment présent. Donc on a un peu une différence, et du coup derrière quand on récite le Nembutsu, c'est pour rendre hommage au Bouddha, peu importe, on n'a pas besoin de le réciter plein de fois dans tous les sens, ça ne sert à rien. Donc on a un peu ces deux opposés du spectre, où on va dire des disciples qui vont mettre l'accent sur le côté qualitatif, tel que Shinran, hein, sur le côté qualitatif du Nembutsu, donc ce qui est important ce n'est pas la quantité, mais plutôt l'état d'esprit qui va avec. Et de l'autre bout du spectre, on a des disciples de Honen qui vont dire non, l'important, ce n'est pas le qualitatif, mais c'est le quantitatif, c'est-à-dire le nombre de fois que vous allez réciter le Nembutsu. Et à côté de ça, il y a plein d'autres d'autres possibilités qui sont au milieu. Vous voyez déjà en fait tout ce climat-là qui est un climat de chaque disciple comprend les choses d'une certaine façon, va développer les choses d'une certaine façon. Et ça va se passer même au niveau des disciples de Shinran, c'est-à-dire qu'il y a des disciples qui vont mettre l'accent sur tel ou tel élément, qui vont changer tel ou tel élément. Donc on est dans une période où les écoles telles qu'on les connaît actuellement, hein, Jōdoshu avec toutes ses différentes branches, Seizan, Shinzai et compagnie, Jodo Shinshu avec ses différentes sous-branches, toutes ces écoles-là en fait ne sont pas encore figées. On est dans un espèce de brouillard de pratiques et de pratiquants qui essayent d'interpréter les choses, qui essayent de commencer à donner une certaine forme. Et bah, du coup, ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça que Yuen, il arrive vraiment, lui, il est en plein dans cette situation-là, il la vit au quotidien. Et donc il dit, bah voilà,
moi, en gros, ce que je vois, c'est que ça part dans tous les sens. Donc, comme dit Éponine, j'aimerais bien remettre un petit peu la stupa au milieu du village et vous faire entendre ce que moi j'ai entendu de mon maître, c'est-à-dire vous redonner les paroles de Shinran, puisque Shinran est déjà mort. Donc c'est ce qu'il dit ici, hein. Et il dit voilà, et je pense qu'il y a des doutes hérités d'érudits ultérieurs, donc d'autres personnes qui interprètent les textes et les enseignements du Nembutsu d'une autre façon. Après, il explique ici, hein, mais sans le bonheur de s'appuyer sur un ami de bien doué d'affinité, comment entrer dans la méthode unique du parcours facile. Donc un ami de bien, hein, on l'a vu plein de fois avec Sudana, hein, quand on étudiait le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, les amis de bien, c'est un élément important du parcours bouddhiste, c'est les personnes qui vont vous mettre sur la voie. Et donc là, dans le Jodo Shinshu, le concept d'ami de bien est extrêmement important, parce qu'en fait, dans le Jodo Shinshu, on va plutôt privilégier, enfin, on va même privilégier le concept d'ami de bien, plutôt que le concept réellement de maître. Alors bien sûr, pour Yuen, Shinran est son maître. Mais dans le Jodo Shinshu, on a cette idée qu'au final, on est tous égaux par rapport à Amida. Notre réalisation, elle se fait entre nous et Amida. Et on ne peut pas avoir de maîtres qui vont réellement attester de notre niveau de réalisation. Ce n'est pas comme dans certaines écoles bouddhistes, telles le Zen par exemple, où dans le Zen, on va vous dire, c'est le maître, votre maître, qui va vous dire, ok, tu as atteint Satori. Voilà. Donc du coup, je confirme ton niveau de réalisation. Donc voilà, tu peux passer ce grade-là, ou tu peux commencer à enseigner, tu peux devenir moine, etc., etc. Dans le Jodo Shinshu, ça ne marche pas du tout comme ça. On est vraiment sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de différence réelle entre les moines et les laïcs. La seule importance, c'est de s'en remettre au Bouddha Amida. Donc ça, c'est quelque chose de très personnel. Et donc, eh bien, pour nous aider, on ne va pas parler de maître, mais on va parler d'ami de bien. L'ami de bien, c'est justement une personne qui a réalisé cette foi dans le Bouddha Amida, et qui, du coup, peut vous aider à avancer doucement sur ce chemin-là. Mais on va vraiment pas le prendre comme un maître au-dessus de soi, c'est un ami de bien. Je regarde un petit peu ce que vous m'avez écrit. La doctrine sert de base à la pratique, donc même les points de détail deviennent très importants. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est drôle, hein, c'est que le Jodo Shinshu, en soi, ça peut paraître être vraiment quelque chose de très très simple, mais en fait, oui, la théorie peut être résumée très rapidement, hein. Remettez-vous-en au Bouddha Amida, qui représente la compassion et la sagesse absolue, et récitez le Nembutsu. Voilà. Ça peut être résumé comme ça, sauf que derrière, c'est les points de détail qui vont commencer à être intéressants à discuter. Voilà. Et Éponine qui dit dans 2 semaines, il y a des festivités autour du Bouddha Amida dans mon temple. Oh, trop bien. Alors, les vénérables ont lancé un challenge. Challenge. Elles ont fait des petites cartes avec des billes à colorier après avoir récité un certain nombre de Nembutsu. Énorme. Le but étant d'avoir récité le Nembutsu minimum 10 000 fois. Combien? Combien? Avant le 15 décembre. Incroyable. Incroyable. Et là, vraiment, c'est typiquement... Là, effectivement, on est typiquement sur la différence. Là, ça choquerait pas du tout un disciple de Honen, un disciple du Jodoshu, par exemple. Mais dans le Jodo Shinshu, on serait genre, c'est pas forcément la peine de réciter 10 000 fois. Alors qu'effectivement, un disciple, je sais pas, de la branche Seizan ou Shinzei, de la branche du Jodoshu, dirait, bah ouais, trop bien. Mais limite, 15 décembre, c'est un peu long, quoi. Tu peux le faire tous les jours dans 10 000 fois. Honen, il était réputé réciter le Nembutsu 60 000 fois par jour, le bougre. Quand il était en période d'entraînement fort. Hein. Il le faisait pas systématiquement tous les jours, mais il y a des périodes où il le faisait pendant vraiment pas mal de temps d'affilée, 60 000 fois par jour. Quoi. Donc là, les 10 000 fois, Honen, il rigole. Il fait, moi, je te fais ça avant 11h, quoi. J'ai fini avant 11h, la carte. Voilà. Effectivement, faut pas perdre le compte en cours de route. Et c'est pour ça que normalement, tu as des billes à colorier ou alors tu as des chapelets qui te permettent justement de garder le compte, en fait. Il y a des systèmes de chapelets qui sont très complexes où tu vas avoir un grand chapelet de base avec, au niveau de la corde, donc des chapelets beaucoup plus grands que celui-là, hein, avec, au niveau de la corde, des petites billes que tu vas pouvoir monter et descendre, et sur une autre corde, d'autres billes, et ça te permet de garder compte des centaines et des milliers grâce à ça. Et du coup, tu sais vraiment, tu as une sorte d'abac, d'une certaine façon, hein, sur ton chapelet qui te permet de garder le compte de tes Nembutsu. Ou alors, du coup, tu as les billes à colorier de la carte d'Éponine, par exemple. Donc voilà, il y avait des techniques
Et c'est justement pour ça que dans le Jodo Shinshu, vous voyez, nos chapelets sont très simples. Alors, les autres écoles ont aussi des chapelets simples comme ça pour les laïcs, mais ce chapelet, d'une certaine façon, dans le Jodo Shinshu, va aussi marquer l'absence de nécessité de compter les Nembutsu. Le nombre de billes sur ces petits chapelets peut être plus ou moins aléatoire, et en fait, on va pas du tout s'en servir pour compter les billes. On va juste s'en servir comme ça pour rendre hommage au Bouddha en termes de respect. Et Renyo disait qu'en fait, c'est pour éviter d'attraper ou de tenir la manche du Bouddha avec nos petites mimines toutes sales. Mais voilà, c'est une sorte de marque de respect, en fait. Et puis ça garde voilà, la tradition. Et Ponine qui dit, je tiens à peu près à 1500 fois par jour. Énorme. Ah, c'est trop bien. Mais oui, sur ma corde, j'ai 20 billes pour compter le nombre de tours de chapelet. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment vu des systèmes où tu as effectivement 20 billes ou 10 billes sur une des cordes, et sur une autre corde, tu as encore un autre système où du coup, ça permet de garder donc le nombre de tours de chapelet et après le nombre de milliers peut-être. Une fois que tu as fini tes 20 billes là, tu bouges une bille sur l'autre corde. Enfin, c'est des dingueries. Hein. C'est des dingueries. Voilà. Attendez, excusez-moi, 2 secondes. Le retour de l'hiver. Non, mais c'est intéressant de voir ces différences effectivement d'approche, hein, et c'est des différences qu'on retrouve ici avec par exemple Eponine qui est dans une branche chinoise, qui sur beaucoup d'aspects peut être plus proche de ce qu'on retrouverait nous je veux dire dans le bouddhisme japonais, dans par exemple le Tendai. Le Tendai ou certaines pratiques seraient plus proches de ce qu'on trouve dans le Jodo Shu par exemple. Voilà. Et donc, effectivement, hein, si revenir au Tanisho, hein, on le dit ici, mais du coup, sans le bonheur de s'appuyer sur un ami de bien doué d'affinité, donc une personne qui aurait déjà justement avancé de son côté sur cette pratique-là, qui serait là pour vous aider. À nouveau, pas une personne supérieure, vraiment un ami. Hein. Le concept des amis, c'est qu'on est égaux. Et c'est juste qu'il y en a qui sont un peu plus avancés sur le chemin, donc ils sont là pour aiguiller et aider leurs copains. Et bien, du coup, comment entrer dans la méthode unique du parcours facile? Ce qu'on appelle méthode unique du parcours facile. La méthode unique, c'est la récitation du Nembutsu, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida et de réciter le Nembutsu. Et le parcours facile, eh bien, c'est comme ça qu'on caractérise la voie du Jodo Shinshu, la voie de la terre pure, puisque c'est c'est une, euh, une pratique ou un parcours dans lequel eh bien, ce ne sont pas nos propres forces qui comptent, mais on va s'appuyer justement uniquement et entièrement sur le Bouddha Amida pour nous aider à atteindre l'éveil, pour nous permettre de réaliser l'éveil. Donc c'est ce qu'il dit ici. Donc, vous voyez déjà en fait à quel point dans le Tanisho c'est très compact. Du coup déjà rien que là, rien qu'avec un petit paragraphe comme ça, on peut déjà bien le détailler. Voilà. Et là il le dit, il met une petite note qui me fait marrer en fait parce que enfin je vais vous expliquer, mais il ne faut absolument pas confondre la doctrine du pouvoir autre avec la compréhension de nos vues personnelles. La doctrine du pouvoir autre, hein, donc c'est justement la doctrine qui se base sur le 18e vœu d'Amida, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida. Donc il dit il ne faut absolument pas confondre la doctrine du pouvoir autre avec la compréhension de nos vues personnelles. Alors, en pratique, c'est ce que tout le monde fait. Hein. Il me fait marrer Yuen quand il dit ça. Alors, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'effectivement, le but, c'est de s'en remettre au Bouddha Amida et de ne pas s'appuyer sur nos propres forces. Mais là, ce que je pense qu'il veut dire aussi là-dedans, c'est il dit, ça part dans tous les sens, tout le monde y va de sa petite compréhension, c'est le bordel. Mais en vrai, c'est ce que tout le monde a toujours fait de tout temps et continuera à faire. Donc, il est bien mignon, Yuen, quand il dit, oh non, hein, il faut pas rajouter ses propres vues. Enfin, tu peux pas faire autrement. On est tous des êtres humains. On ne peut pas s'empêcher d'interpréter. Shinran interprète les enseignements de Honen d'une façon différente des autres disciples de Honen. Les disciples de Shinran vont interpréter les enseignements de Shinran également de leur certaine façon. Donc pour ça, moi, il me fait bon, ce passage me fait rire. Ce passage me fait rire parce que je trouve ça un petit peu mignon, c'est un petit peu naïf. Faut pas rajouter ses propres compréhensions. Hein. On peut pas faire autrement. Yuen, voyons. Ainsi ai-je noté, mais je comprends son point, hein, c'est qu'il en a marre que ça part dans tous les sens et il aimerait se dire mais moi j'ai entendu Shinran quand il expliquait des trucs et vous dites n'importe quoi. Voilà. Ainsi ai-je noté un peu de la teneur des propos de Feu Sa Sainteté Shinran, conservés au creux de mes petites oreilles. C'est seulement pour dissiper les incertitudes des pratiquants de la même foi. Là par contre effectivement, là il remet un peu le contexte de son opération. Hein. Son but c'est pas d'aller avec ce texte, et c'est bien clair hein, dans le texte, son but ce n'est pas d'aller prêcher auprès des pratiquants d'autres écoles. Son but
c'est comme disait Éponine, à remettre la stupa au cœur du village, mais le village des pratiquants du Nembutsu, mais les pratiquants, même les disciples de Shinran. Son but, c'est vraiment de rappeler aux disciples de Shinran ultérieurs ce que Shinran avait réellement dit pour permettre de dissiper certaines incertitudes ou ramener un petit peu les enseignements, ramener de la clarté et de la cohérence dans les enseignements. Mais voilà, il va pas venir avec ce texte et aller prêcher auprès des disciples de Nichiren en disant lisez ça. C'est pas son but. Il a très bien conscience de la teneur de ses propres propos, de la teneur aussi peut-être un petit peu parfois paradoxale et des fois un petit peu choquante des propos de Shinran qui ramène ici. Donc son but, c'est vraiment de parler à ses collègues disciples, en fait, pas à des gens autour, quoi. Voilà. Je regarde ce que disait Éponine qui dit les vénérables aiment bien parler de radio. Lorsqu'on récite le Nembutsu, on s'aligne avec la fréquence du Bouddha Amida. C'est ça la mixité du pouvoir personnel et autres. Ouais, je vois. Et cette idée de radio, c'est assez marrant. On s'aligne avec la fréquence du Bouddha Amida. Mais j'aime bien cette idée en vrai, hein. J'en parlais avec mon frère ce week-end parce qu'il a lu mon livre sur le Jodo Shinshu, mon livre sur le Shoshinge. Et justement, il me posait des questions par rapport à ça, et il me disait, mais quel est l'intérêt de réciter le Nembutsu, en fait? Surtout dans le Jodo Shinshu, où on va quand même mettre plus l'accent sur le concept de Shinjin, donc le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, ce qu'on appelle ici la foi, parce que Jérôme Ducor va appeler la foi dans ce texte-là, mais qui n'est pas une foi aveugle, en fait. C'est vraiment la réalisation de l'action du Bouddha Amida dans notre vie, et donc le fait de s'en remettre à cette action et à ses vœux. Mais et du coup, pourquoi réciter en plus le Nembutsu en fait? Est-ce que tu peux pas simplement t'asseoir, penser au Bouddha Amida, t'en remettre au Bouddha Amida? Et en fait, ce que je lui disais, c'est que le Nembutsu, en pratique, l'avantage qu'il a, c'est que ça résonne très facilement avec des personnes humaines, dans le sens où les humains, nous sommes des créatures de langage. Vous le voyez, vous voyez, ça fait 34 minutes que je parle quand je parle en boucle. On est des créatures de langage. Le langage a une importance tout à fait particulière pour nous, et le langage nous permet de nous connecter aux choses d'une façon simple et rapide. Donc, comme je disais, si par exemple je vous dis le mot fraise, vous allez tout de suite vous faire une image mentale d'une fraise, peut-être repenser au goût des fraises, ça va vous rappeler des souvenirs, etc. Et en fait, quand on dit le Nembutsu, eh bien, ça nous un peu comme disait Éponine avec le côté de radio, hein, quand on dit le Nembutsu, en fait, spontanément, tout ce qu'on va associer au Bouddha Amida, c'est-à-dire la compassion absolue, la sagesse absolue, le fait d'être entouré par sa lumière, le fait qu'il soit toujours là pour tous les êtres, etc., eh bien, c'est des concepts qui vont se ramener à nous simplement par le fait de dire le Nembutsu, en fait. C'est un peu comme si le Nembutsu était chargé, d'un point de vue sens, de toute notre de toute de tout le contenu des sutras, de notre réflexion personnelle, de toutes ces valeurs de compassion, etc. C'est un peu comme si on chargeait tout ça dans un seul mot, et du coup, quand on utilise ce mot-là, eh bien, toutes ces valeurs, tous ces concepts vont rejaillir directement dans notre pensée beaucoup plus facilement que si on essayait par exemple de visualiser quelque chose. En tout cas, c'est ma compréhension. Voilà, si je dis Namo Amida Butsu, il y a plein de choses qui se passent directement dans ma tête en fait. Et ça me permet de me recentrer sur le Bouddha Amida beaucoup plus vite, un peu comme voilà, disait Éponine, une radio, hein, qui va nous permettre de nous aligner rapidement sur la fréquence du Bouddha Amida. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve le Nembutsu intéressant. Et c'est pour ça aussi que dire aux gens récite le Nembutsu sans leur expliquer ce qu'il y a derrière est pour moi une ineptie, parce qu'en fait ce n'est pas. Alors il y en a qui vous diraient l'inverse, hein. À nouveau, il y a des écoles bouddhistes qui vont vous dire le Nembutsu a une valeur en soi, une valeur intrinsèque qui est entièrement indépendante de la compréhension des personnes. C'est-à-dire, c'est le fait de réciter le Nembutsu. Si demain vous allez voir une personne dans la rue, que vous lui dites récite Namo Amida Butsu et ta vie ira mieux, et tu lui dis juste ça, récite Namo Amida Butsu. Tu lui expliques pas ce que c'est, tu lui expliques pas le concept. Il y a des écoles bouddhistes qui vont vous dire que c'est suffisant, que c'est vraiment le nom en lui-même qui a ce pouvoir-là. Alors que la compréhension qu'on a plutôt dans le Jodo Shinshu, c'est de dire en fait, ce n'est pas le nom en lui-même le nom en fait n'acquiert de la puissance qu'à partir du moment où vous vous en remettez au Bouddha Amida, c'est-à-dire qu'au moment où vous associez réellement dans votre vie l'action et les vœux du Bouddha Amida au Nembutsu. C'est à ce moment-là en fait, quand les deux coïncident, que réellement il est efficace. Et Shinran le dit dans le Kyoyo Shincho, il dit hein, vous pouvez réciter le Nembutsu mais ne pas avoir la foi.
c'est-à-dire ne pas avoir Shinjin, ne pas vous en remettre au Bouddha Amida. C'est-à-dire, en fait, pour lui, c'est un peu une sorte de récitation du Nembutsu on pourrait presque qualifier d'un peu vide, d'une certaine façon, ou en tout cas pas complète. Mais il dit à l'inverse, donc vous pouvez réciter le Nembutsu mais ne pas avoir Shinjin. Par contre, si vous avez cette expérience de vous en remettre au Bouddha Amida, cette expérience de Shinjin, alors vous réciterez automatiquement le Nembutsu. Parce qu'en fait, le Nembutsu, c'est simplement un hommage au Bouddha. Et en fait, quand on réalise vraiment la puissance du Bouddha Amida dans notre vie, à ce moment-là, en fait, on ne peut pas s'empêcher de vouloir le remercier pour ça, de vouloir lui rendre hommage, de vouloir, d'une certaine façon, ouais, simplement le dire, en fait, simplement, quoi. Lui dire merci, merci pour tout ça, quoi. C'est ça. Et Ponine dit, oui, pour nous, réciter le Nembutsu purifie les trois karmas, parole, action, pensée, car on fait une action pure de dévotion, une pensée pure sur le Bouddha et une parole pure avec son nom, donc intrinsèquement, il est bénéfique quand récité avec sincérité et bonne intention, c'est ça. Mais du coup, est-ce que, Eponine, je serais curieux de voir justement dans ta branche, qu'est-ce que tu penses, du fait de dire à une personne, récite Namo Amida Butsus ou Namo Amitofo, sans lui expliquer ce qu'il y a derrière. Est-ce que pour toi, ou en tout cas d'après ta compréhension de ton école, est-ce que pour toi ça aurait une efficacité ou pas? C'est vraiment une question ouverte parce que ça dépend entièrement des écoles. Ça dépend complètement des écoles. Et typiquement, il y a certaines écoles Jodoshu où en fait on va vous dire que c'est suffisant, hein, juste récite-le 1000 fois par jour et c'est tout. Peu importe si tu comprends rien. Peu importe si t'as pas la moindre idée de ce à quoi c'est associé en fait. Et dans le Jodo Shinshu, ça marche pas vraiment comme ça, quoi. Voilà. Alors, en attendant, je vais continuer un petit peu. Je pense qu'on va faire juste le premier chapitre qui est assez court, mais où il y a pas mal d'informations. Chapitre 1. Première partie, donc, ce sont les propos de Shinran. Hein, je disais, les 10 premiers chapitres, ce sont vraiment les propos rapportés de Shinran sans vraiment d'informations supplémentaires de Yuen. Hein, et il ne fait que rapporter, décrire les paroles qu'il a entendues de son maître. Et chapitre 1. Donc, je vais déjà vous le lire une fois et après, on va le décortiquer un petit peu. Hein. Dès que naît la pensée de dire le Nembutsu avec la foi que nous obtiendrons enfin la naissance dans la terre pure, secouru par l'inconcevable du vœu de Mida, donc d'Amida, il nous fait aussitôt prendre part au bienfait de son embrassement, indéfectible. Sachez que le vœu primordial d'Amida ne choisit ni entre les jeunes ni les vieux, ni entre les bons et les mauvais, et que la foi seule est nécessaire. La raison en est qu'il s'agit de son vœu de secourir les êtres accablés par le mal de leurs fautes et embrassés par leur passion. Par conséquent, si nous avons foi dans son vœu primordial, il n'y a pas d'autre bien qui importe parce qu'il n'y a pas de bien qui surpasse le Nembutsu, ni de mal à craindre parce qu'il n'y a pas de mal qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Alors je regarde ce que tu m'as dit, Eponine, tu dis ça aurait une efficacité minime, c'est mieux qu'elle récite le Nembutsu plutôt que des paroles mauvaises, mais c'est limité et elle ne peut pas développer de bonnes intentions et de foi qui est très importante, qui est la première étape de la base de la méthode de la terre pure, foi, vœu, pratique. Effectivement. Ouais, donc c'est finalement assez proche, hein, finalement assez proche de ce que je disais aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, pas mal de choses à détailler ici. Alors déjà, ce premier paragraphe ici, c'est un peu, on va dire, la base du Jodo Shinshu. On pourrait le résumer d'une certaine façon avec cette phrase qui n'est pas forcément très facile à comprendre, mais qui résume bien la logique. Donc ce qu'on nous dit ici, hein, c'est que donc dès que naît la pensée de dire le Nembutsu avec la foi que nous obtiendrons enfin la naissance dans la terre pure, secouru par l'inconcevable du vœu d'Amida. Donc le vœu d'Amida dont il est question ici, hein, c'est le 18e vœu. Donc le vœu qui dit que 6 mois devenu Bouddha, tous les êtres vivants qui désiraient renaître dans mon pays avec un cœur sincère et une foi réjouie et ne pourraient pas y renaître ne serait-ce qu'en 10 commémorations du Bouddha, en 10 Nembutsu, alors je ne veux pas de l'éveil parfait. Exclus sont les personnes qui commettent les 5 transgressions, etc. etc. L'idée du 18e vœu, en fait, la façon dont Shinran le comprend, c'est de dire que à partir du moment où on s'en remet au Bouddha Amida, vraiment d'un cœur sincère. Et ce cœur sincère, en fait, tout ça nous est transféré par le Bouddha Amida. Même ce cœur sincère, on dit un cœur sincère et d'une foi réjouie, même ce cœur sincère, même cette foi réjouie, tout nous est transféré par le Bouddha Amida. La façon dont Shinran le comprend, en fait, hein, c'est un peu comme si nous, on était dans une sorte de maison, et en fait, Amida est en permanence en train de taper à la porte. Et en fait, au bout d'un moment, pour une raison pas forcément claire, la porte va s'ouvrir. À force qu'il tape dessus, en disant « Bonjour !» C'est Amida, vous voulez ouvrir la porte, la porte. Et à un moment, pac, la porte va s'ouvrir. Et à ce moment-là, en fait,
vraiment, Amida qui depuis des temps immémoriaux essayait de pénétrer notre petite carapace personnelle, eh bien finit par rentrer dans notre carapace personnelle. Et à ce moment-là, en fait, on a vraiment sa compassion et sa sagesse qui nous baignent de lumière. Et pour la première fois, on s'en remet vraiment au Bouddha Amida. Et on va réciter le Nembutsu. On va juste dire hommage au Bouddha Amida parce que c'est une sensation qui est incroyable. Et donc, à partir du moment où effectivement c'est ce qui se passe ici, hein, donc quand on se base sur les vœux du Bouddha Amida et que va naître en nous la pensée de dire le Nembutsu avec foi, et en fait il le dit, c'est que dès ce moment-là, en fait c'est un moment qui est un instant, hein, on parle vraiment d'un instant, c'est vraiment, il y a un avant et un après, c'est un instant très court, donc dès que naît ce moment-là, alors il nous fait aussitôt prendre part au bienfait de son embrassement indéfectible. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important pour Shinran, et j'en parlais un petit peu avant, la différence avec d'autres écoles de la Terre pure, c'est cette idée que pour Shinran, à partir du moment où on s'en remet au Bouddha Amida, à partir du moment, et c'est vraiment quand on se remet d'un cœur sincère, vraiment quand Amida rentre vraiment comme ça dans notre cœur, à ce moment-là, eh bien, on est en permanence entouré par sa compassion et sa sagesse. Alors, on l'oublie très régulièrement parce qu'on est des gus normaux, hein, on ne devient pas des saints, on ne devient pas des personnes magiques ni quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui change dans notre façon de voir le monde. Notre façon de voir le monde inclut désormais entièrement la compassion du Bouddha Amida. Alors, comme je dis, régulièrement, on va revenir, on va faire un peu n'importe quoi parce qu'on est des gus normaux. Il va en parler juste après. Mais régulièrement, du coup, on sait au fond de nous que Amida est là pour nous. Et en fait, du coup, on sait qu'on est en permanence entouré par sa compassion et sa sagesse. C'est ce qu'il dit. Il nous fait aussitôt prendre part au bienfait de son embrassement indéfectible. C'est-à-dire qu'on sait que Amida nous a attrapés, qu'il est rentré dans notre maison et qu'il ne partira plus jamais, il ne nous lâchera plus jamais. Et ça, pour Shinran, hein, c'est vraiment, et pour ses disciples, c'est la grosse différence par rapport aux autres écoles de la Terre pure. C'est cette idée que, puisque au moment où on s'en remet au Bouddha Amida, il nous attrape, à ce moment-là, ce court instant, à partir de ce moment-là, eh bien, en fait, on est sûr qu'on ne retombera plus dans les mauvaises destinées, peu importe ce qui se passe après. C'est-à-dire que même si on n'est pas capable de réciter le Nembutsu au moment de mourir, comme diraient d'autres écoles de la Terre pure, ça n'a plus aucune importance. Peu importe ce qui se passe après, la cause a été réalisée, on n'a plus d'inquiétude à avoir, on est en permanence attrapé par le Bouddha Amida. Et ça, le fait d'être dans l'embrassement indéfectible du Bouddha Amida, ça a déjà une importance dans le sens où on n'a plus à s'inquiéter de ce qui se passe après la mort, mais ça a aussi un intérêt extrêmement fort dans notre vie, c'est-à-dire qu'on sait que peu importe ce qui se passe dans notre vie, eh bien, le Bouddha Amida est autour de nous. Alors, ça ne veut pas dire que notre vie, elle va être parfaite, elle va être magique, que tout va bien se passer, qu'on n'aura pas de problème. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on a cette espèce de filet, comme un trapéziste, hein, on a cette espèce de filet mental qui est là, qui fait que si on tombe, eh bien, on a toujours le filet du Bouddha Amida qui va nous rattraper. Donc, on a ce support psychologique qui est là, parce que notre vision du monde a changé, parce qu'on vit désormais dans un monde dans lequel le Bouddha Amida est actif. Et donc, même s'il y a une grosse masse de souffrance et d'ignorance dans le monde, hein, autant qu'on cause nous que les autres causent, eh bien, on sait qu'en fait, à terme, tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas grâce au Bouddha Amida. C'est ça, Shinjin. Nous-mêmes, comme tous les autres, finiront tous par devenir des Bouddhas. Et on sait qu'il y a le Bouddha Amida qui est là et qui œuvre en permanence pour essayer de transformer les êtres. C'est juste que on part tous de très très loin. Donc voilà. C'est ça l'embrassement indéfectible. Donc il y a vraiment un aspect, il y a un aspect dans cette vie et un aspect, on va dire, plus post-mortem. Et certains ont malheureusement eu tendance à mettre trop l'accent sur le côté post-mortem en disant, ben, du coup, le seul bénéfice, c'est que vous êtes sûr que quand vous mourrez, eh bien, vous atteindrez l'éveil. Oui, mais dans cette vie aussi déjà, vous êtes entouré par la lumière du Bouddha Amida, c'est pas rien en fait. Profitez-en quand même un peu, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et vraiment, on pourrait d'une certaine façon, en le détaillant un peu, mais résumer les enseignements du Jodo Shinshu et sa grande différence avec les enseignements de la Terre pure, les autres enseignements de la Terre pure, dans cette phrase. Voilà. Après, il y a un point ici qui est très intéressant, que j'aime beaucoup, hein. Sachez que le vœu primordial d'Amida ne choisit ni entre les jeunes et les vieux, ni entre les bons et les mauvais, et que la foi seule est nécessaire. La raison qu'il s'agit de son vœu de secourir les êtres accablés par le mal de leurs fautes et embrassés par leur passion. Donc là, on voit vraiment le côté extrêmement inclusif
du Jodo Shinshu, hein. Quand il dit ici: «Ne choisit ni entre les jeunes, ni entre les vieux, ni entre les bons, ni entre les mauvais», on pourrait rajouter, hein, ni entre les adultes et les enfants, ni entre les personnes qui ont des soucis, psychologiques et les personnes qui n'en ont pas, ni entre les personnes malades et ceux qui ne le sont pas, ni entre les hommes, les femmes. Voilà, toutes ces questions-là, en fait, n'ont strictement aucune importance pour le Bouddha Amida, puisqu'en fait, il ne s'agit ici que de dichotomie qu'on a tendance, donc de dualité qu'on a tendance à créer nous-mêmes, mais qui, du point de vue du Bouddha, n'ont pas la moindre espèce d'importance. Toute cette dualité qui est vraiment la caractéristique de notre monde, la façon dont on le voit, eh bien, en fait, c'est quelque chose que, pour le Bouddha, il n'y a aucune dualité de quoi que ce soit. Donc, il ne fait aucune différence entre les bons et les mauvais, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux, etc. Entre ceux qui pratiquent, ceux qui suivent dans d'autres endroits. Il explique, Shinran, il dit, il ne fait pas aucune différence entre ceux qui suivent les préceptes et ceux qui brisent les préceptes, par exemple. Ceux qui pratiquent depuis longtemps et ceux qui pratiquent depuis un jour. Tout ça n'a pas la moindre espèce d'importance. La seule chose qui est importante pour Shinran, c'est que il dit la foi seule est nécessaire. Donc, en fait, la seule chose qui est importante, c'est le fait de s'en remettre au Bouddha Amida. Vous pouvez pratiquer depuis 50 ans ou depuis 2 jours. Si vous avez cette expérience-là, c'est la même chose. Vous pouvez être un jeune de 15 ans ou avoir cette expérience à 70 ans, c'est la même chose. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune espèce d'importance. Que vous ayez été une mauvaise personne et que d'un coup vous avez ce retournement du cœur où vous vous en remettez au Bouddha Amida, ça marche aussi. Et donc il le dit ici, hein, la raison de tout ça, c'est que il s'agit de son vœu de secourir les êtres accablés par le mal de leurs fautes et embrassés par leur passion. C'est-à-dire que justement, le Bouddha, comme, comme des parents qui vont se tourner en priorité vers leur enfant malade quand il va pas bien, eh bien en fait là c'est pareil. Le but du Bouddha Amida, c'est justement, ces vœux, ils sont là pour aider les personnes qui sont dans le dur, pour les personnes qui ne sont pas des personnes qui arrivent à s'en sortir par eux-mêmes. Parce que les personnes qui arrivent à s'en sortir par eux-mêmes, d'une certaine façon, elles pourraient s'en sortir par eux-mêmes. Mais le Bouddha, lui, son vœu, c'est d'aider tous les êtres, et surtout ceux qui sont le plus dans la galère, qui ont le plus besoin d'aide pour se sortir justement de ces dualités, pour se sortir de leurs passions mauvaises, etc., etc. Donc il s'agit de son vœu de secourir les êtres accablés par le mal de leurs fautes et embrassés par leurs passions. Si ces personnes-là étaient exclues, alors on pourrait vraiment se demander à quoi servent les vœux du Bouddha Amida. Et justement, c'est l'inverse. Ce sont vraiment, et on le verra un peu plus tard, hein, c'est ces personnes-là qui sont vraiment on va dire, l'objectif prioritaire du Bouddha, puisque plus une personne a besoin d'aide et plus le Bouddha va avoir besoin de les aider. L'avantage, dit Eponine, l'avantage du aide-toi et le ciel t'aidera, c'est que ça pousse au cul les gens à cultiver des racines de bien. C'est effectivement. Mais on va voir il y a un passage, le passage juste après est assez paradoxal. Il peut être très très mal compris et il a été très mal compris. Et je vais le nuancer juste après parce que justement, ce passage-là, il choque assez souvent les gens, hein. Par conséquent, si nous avons foi dans son vœu primordial, hein, donc dans le 18e vœu, il n'y a pas d'autre bien qui importe, parce qu'il n'y a pas de bien qui surpasse le Nembutsu, ni de mal à craindre, parce qu'il n'y a pas de mal qui sont en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Donc quand on lit ça, on se dit, oula, ça c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, ça va être un gros bazar, tout le monde va faire n'importe quoi. Les gens, ils vont se dire, bon, en gros, je peux aller sortir dans la rue, aller tuer mon voisin, puis je récite un Nembutsu, et puis c'est bon, parce que de toute façon, il n'y a pas de mal à craindre, puisque bon, il n'y a rien qui est en mesure d'entraver le vœu du Bouddha Amida, hein. Et limite, c'est même encore mieux, puisque le Bouddha Amida, il a en priorité, il veut aider en priorité les personnes qui sont dans la galère. Et ben justement, je vais lui montrer que je suis dans la galère. Je vais aller tuer mon voisin, comme ça il va voir que je suis une mauvaise personne. Et ce que je vous dis là, hein, alors pas forcément aller tuer son voisin, hein, mais ce que je vous dis là, il y a vraiment des disciples de Shinran qui l'ont compris comme ça, de cette phrase notamment. Et certains enseignements de Shinran qui se sont dit, bah du coup, puisque les personnes mauvaises sont, on va dire, la cible privilégiée du Bouddha Amida, eh bien je vais être la personne la plus mauvaise possible, comme ça il va vraiment m'aider. Et en plus, vu qu'avec le Nembutsu, je peux le réciter, et hop, hein, du coup, vu qu'il n'y a rien qui entrave les vœux du Bouddha Amida, j'ai aucun problème. En fait, c'est pas du tout ce que veut dire Shinran. Et comme il a eu le problème, il a dû s'expliquer à ses disciples en leur envoyant une petite lettre de tapage de fesses, hein, en disant eh oh, vous allez vous calmer, vous faites n'importe quoi, vous êtes des gros débiles.
Donc il y a une lettre que j'aime mettre en avant qui permet de un peu mieux comprendre ce qu'il veut dire dans ce passage quand il parle du fait qu'il n'y a pas de bien qui surpasse le Nembutsu, ni de mal à craindre parce qu'il n'y a pas de mal qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Donc pour mieux comprendre ça, je vais vous lire une de mes lettres préférées qui fait un bon contrepoint avec ce passage du Tanisho, qui est la lettre 20 du recueil qui s'appelle le Matosho. Je vais vous la lire, vous allez comprendre. Je l'ai déjà lu plusieurs fois en live, hein, mais j'insiste parce que là, pour le coup, elle contrebalance très très, très bien le passage du Tanisho, hein. Donc, traduction de la 20e lettre du Matosho. J'ai bien reçu les présents des différentes personnes qui étaient listées. Il lui envoie des petits cadeaux sympathiques. Et la visite de Myokyobo à Kyoto était vraiment la bienvenue. Je ne trouve pas les mots pour exprimer l'étendue de ma gratitude, bien que cela n'était guère surprenant. Le fait que Myohobo ait atteint la naissance dans la terre pure me comble toujours autant de joie. Cet événement doit sûrement être fêté par toutes les personnes de Kashima, Namekata et des districts reculés qui aspirent à la naissance dans la terre pure. À l'époque, juste pour info, où Shinran écrit ses lettres, il est retourné à Kyoto très probablement pour avoir accès à plus de textes pour pouvoir peaufiner son Kyogyo Shinsho. Et du coup, ses disciples, eux, qui sont dans la campagne, ils sont bien loin de lui. Et donc, Shinran a régulièrement des infos avec des lettres et il apprend des fois qu'ils font un petit peu n'importe quoi. Et donc, bah, lui, pour pouvoir recadrer tout ça et remettre la stupa, la garder, la stupa au milieu du village, j'aime beaucoup, la stupa au milieu du village, eh bien, il va écrire des lettres un peu pour expliquer tout ça, ou des fois des lettres un peu de remontrance. J'ai également appris que le laïc ordonné Hiratsuka avait atteint la naissance de la terre pure. Il m'est impossible de décrire à quel point cela est merveilleux. Chacun de vous devrait ainsi réaliser qu'il est lui aussi certain d'atteindre la naissance dans la terre pure. Donc là, voilà, là en gros, c'est un peu positif. Alors, après, il arrive dans les remontrances. Par le passé, cependant, il y en avait certains parmi ceux qui désiraient naître dans la terre pure qui avaient une compréhension erronée de certaines choses. Et il semble que ce soit toujours le cas de nos jours, les petits coquins. Même à Kyoto, il y a des gens qui comprennent mal les enseignements et qui errent dans la confusion. Et j'ai entendu qu'il y en a de nombreux autres dans les différentes provinces. Et même parmi les disciples de Honen, ça c'est ce que je vous expliquais au début, hein, même parmi les disciples de Honen, il y en a qui se prenant pour de remarquables érudits, opèrent divers changements sur les enseignements initiaux de notre maître, lorsqu'ils enseignent, troublant les autres autant qu'eux-mêmes, de sorte que tous en souffrent. Donc là, c'est un peu le même reproche que Yuen fait au début du Tanisho, hein, que ça part un peu dans tous les sens à leur époque. Il n'était à l'époque pas rare pour des personnes telles que toi, qui ne lisent pas ou ne connaissent pas les Écritures, de déformer les enseignements après avoir entendu dire qu'aucun mal ne peut interférer avec le fait d'atteindre la naissance dans la terre pure. Donc, vous voyez, de déformer les enseignements après avoir entendu qu'aucun mal ne peut interférer avec le fait d'atteindre la naissance dans la terre pure. Là, on est vraiment sur il n'y a pas de bien qui se passe sur le Nembutsu, et surtout, ni de mal à craindre, parce qu'il n'y a pas de mal qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Donc là, dans la lettre, il est très clairement en train de dire, il y a des personnes qui ont mal compris quand j'expliquais ça. Donc il déforme les enseignements après avoir entendu dire qu'aucun mal ne peut interférer avec le fait d'atteindre la naissance dans la terre pure. Il semble en réalité que ce soit toujours le cas de nos jours. Il est vraiment regrettable d'entendre que tu t'enfonces de plus en plus profondément dans l'erreur, en suivant ce que te disent des gens tels que Shinkenbo, qui apparemment a l'air d'être un bâtard, qui ne connaissent rien aux enseignements de la terre pure. Il fut un temps pour chacun d'entre vous où vous ne connaissiez rien des vœux du Bouddha Amida et ne récitiez pas le Nembutsu. Ce point est important. Mais maintenant, guidé par les moyens compatissants de Shakyamuni et d'Amida, vous commencez à entendre ces vœux. Donc, en gros, vous partez du niveau 0, et là, vous commencez à entendre parler des vœux du Bouddha Amida. Il lui dit, bah, du coup, vous pouvez vous en remettre au Bouddha. Par le passé, vous étiez ivre du vin de l'ignorance et n'aviez goût que pour les 3 poisons de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Mais depuis, vous avez entendu les vœux du Bouddha et vous êtes progressivement sorti de l'ivresse de l'ignorance, avez progressivement rejeté les 3 poisons et en êtes venu à préférer en tout temps la médecine du Bouddha Amida. Donc cette partie-là, hein, pour moi, c'est un bon contrepoint à justement ce point ici, hein. Il n'y a pas d'autre bien qui importe parce qu'il n'y a pas de bien qui surpasse le Nembutsu. En fait, effectivement, dans le Jodo Shinshu, on va considérer que le fait de s'en remettre au Bouddha et de réciter le Nembutsu, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Tout simplement parce que on va avoir cette conception de dire que, en tant que petits gugus normaux, en fait, il n'y a rien de ce qu'on peut réellement faire avec nos propres forces qui ait une réelle efficacité pour nous libérer. La seule façon de se libérer, c'est de nous en remettre à ce qui est plus grand que nous, c'est-à-dire la compassion et la sagesse du Bouddha Amida. Mais du coup, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas cultiver le bien d'une certaine façon. C'est ce que Shinran explique ici, hein, quand il dit parce qu'il n'y a pas de bien qui surpasse le Nembutsu, c'est parce qu'en fait,
en pratiquant le Nembutsu, eh bien, on va naturellement changer. C'est ce qu'il dit ici, hein. Par le passé, vous étiez ivre du vin de l'ignorance, n'aviez goût que pour les trois poisons de l'avidité, de la colère et de l'ignorance. Mais depuis que vous avez entendu les vœux du Bouddha, et avez commencé à réciter le Nembutsu, sous-entendu, hein, vous êtes progressivement sorti de l'ivresse de l'ignorance, avez progressivement rejeté les trois poisons, et en êtes venu à préférer en tout temps la médecine du Bouddha Amida. Donc ici, il y a cette notion que on ne peut pas rester en contact avec le Bouddha Amida et avec le Nembutsu quand on le fait sincèrement, tout en continuant à être une personne fondamentalement mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir spontanément et intégralement quelqu'un de bien, mais ce que ça veut dire, c'est que petit à petit, on va se transformer. Il le dit, hein, progressivement, vous avez rejeté les trois poisons et en êtes venu à préférer en tout temps la médecine du Bouddha Amida. C'est donc progressivement, on va devenir une personne mauvaise au contact de ces enseignements. C'est un peu comme si on était de l'eau, de la bonne eau chaude dans laquelle on met un sachet de thé qui est le Bouddha Amida, qui est un condensé de compassion et de sagesse. Et en fait, doucement, eh bien, cette compassion et cette sagesse va se diffuser à travers nous et on va se changer et on va devenir des personnes meilleures. Donc c'est en ça qu'il n'y a pas de bien qui dépasse le Nembutsu pour Shinran, parce qu'en fait, on ne peut pas faire mieux que ça pour Shinran, de par nos propres forces, et de deux, grâce au Nembutsu et au Bouddha Amida, on va se transformer, on va devenir des personnes meilleures. Salut à Ziribi, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Donc voilà, ça c'est la façon dont il va le comprendre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'explication un peu plus détaillée, un peu plus nuancée de la partie « il n'y a pas de bien qui importe parce qu'il n'y a pas de bien qui surpasse le Nembutsu ». Maintenant, on va parler de la deuxième partie, hein, et c'est vraiment comme s'il commentait ce passage du Tanisho, hein. Moi je trouve ça assez incroyable. Le passage qui dit, hein, il n'y a pas de mal à craindre parce qu'il n'y a pas de mal qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il va un peu plus le détailler. Inversement, comme il est lamentable que des personnes qui ne soient pas encore entièrement sorties de l'ivresse soient poussées à boire plus et que ceux qui sont encore sous l'emprise du poison soient encouragés à prendre plus de poison. Il est en effet bien triste de céder à ces pulsions sous prétexte qu'on est par nature habité de passions mauvaises, justifiant ainsi des actes qui ne devraient pas être commis, des paroles qui ne devraient pas être prononcées et des pensées qui ne devraient pas être nourries. Et de dire qu'on peut suivre tous ces désirs, quels qu'ils soient. Là, c'est vraiment une interprétation mauvaise de ce passage-là. Ni de mal à craindre parce qu'il n'y a pas de mal qui soit en mesure d'entraver le Nembutsu, donc ou le vœu primordial. Donc des personnes qui entendent ça et qui se disent « Ah bah du coup c'est open bar, du coup c'est fiesta, let's go faire n'importe quoi ». Non. Ce que dit Shinran ici, c'est « Ne faites pas ça ». Il dit « C'est comme si on offrait à quelqu'un du vin avant qu'il ne soit redevenu sobre ou qu'on le poussait à prendre plus de poison avant que l'effet du poison qu'il a pris ne soit dissipé. Tiens, voilà un médicament contre le poison, bois donc autant de poison que tu désires. De telles paroles ne devraient être jamais prononcées. » Donc s'il a cet aspect nuancé, la question qu'on va se poser, c'est du coup, s'il a cette vue nuancée, pourquoi est-ce qu'il dit ça en fait? Pourquoi il dit qu'il n'y a pas de mal à craindre parce qu'il n'y a pas de mal qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida? Ça, il va l'expliquer juste après. Il dit, parmi les gens qui depuis longtemps entendent le nom du Bouddha Amida et disent le Nembutsu, il y a certainement des signes de leur rejet du mal de ce monde et des signes de leur désir de se libérer du mal qui est en eux. Donc ça, effectivement, ça rejoint le premier point du bien. Mais il dit, quand des personnes entendent parler pour la première fois des vœux du Bouddha Amida, ils se demandent, ayant pris conscience de tout le mauvais karma dans leur cœur et leur esprit, comment ils pourraient bien atteindre la naissance dans la terre pure tels qu'ils sont. C'est pour de telles personnes que nous enseignons que puisque nous sommes pleins de passions mauvaises, le Bouddha Amida nous reçoit sans juger si nos cœurs sont bons ou mauvais. En fait, quand il dit ici, il n'y a pas de mal à craindre parce qu'il n'y a pas de mal qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida, en fait, ça sous-entend deux choses. La première chose, c'est ce qu'il vient d'expliquer ici, c'est une façon de rassurer les gens en disant « tu peux changer ». C'est pas parce que effectivement, tu as été une personne mauvaise, tu as été un hors-la-loi, tu as été un délinquant, tu as fait du mal, etc., que tu ne peux pas avoir ce retournement du cœur qui fait que tu vas soudainement entrer en écho avec entrer en résonance avec les enseignements du Bouddha Amida, t'en remettre à lui et du coup devenir une personne meilleure. Voilà. En gros, peu importe ce que tu as fait,
tu as cette possibilité de changer, tu as cette possibilité de t'en remettre au Bouddha Amida. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal que tu aurais pu commettre qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Ça, c'est la première chose que ça veut dire. Il n'y a pas de mal que tu aurais pu commettre qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. C'est ce qu'il a expliqué, là c'est vraiment ce qu'il explique dans sa lettre. C'est pour des personnes qui ont cette impression mauvaise, qui seraient en train de se dire « cette voie n'est pas pour moi parce que je suis une personne trop mauvaise ». Donc Shinran, il dit « non, peu importe ce que tu as fait, tu peux changer et cette voie, elle est ouverte à toi. Personne n'est absolument mauvaise, personne n'est condamné éternellement, comme dit Éponine, tout à fait. » Éponine dit l'enseignement de Shinran est très fort dans sa déconstruction des attachements que les bouddhistes développent envers le dharma. Même sans adhérer à la doctrine, l'enseignement est fort quand même. Ouais, et je pense que même pour quelqu'un comme toi qui a du coup sa propre, qui suit sa propre école, qui est quand même assez différente sur pas mal de points, il y a quelques punchs de Shinran qui, je pense, peuvent te servir de toute façon. Même si voilà, tu n'adhères pas à tout l'aspect doctrinal, dans son ensemble, il y a des fois des punchs qui sont quand même bonnes. Et je trouve que celle-là, c'en est une bonne en disant, peu importe ce que tu as fait, il n'y a pas de mal que tu aurais pu commettre qui serait en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il a expliqué. C'est un peu comme des personnes, moi j'ai déjà eu des gens qui me disaient je voudrais bien être bouddhiste, mais je peux pas être bouddhiste parce que je suis une personne trop mauvaise. Je fais, non, justement justement parce que t'es comme ça et que t'en as conscience qu'il faut que tu pratiques. Au contraire, c'est le premier pas qui est très bien, là. Tu es juste dans le bon état d'esprit pour t'y intéresser. C'est parfait. Donc là, c'est vraiment ce que dit Shinran. Donc c'est la première chose. Il n'y a aucun mal que tu aurais pu commettre qui soit en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Et le deuxième point qui est important, qui ne va pas forcément développer plus ici dans la lettre, c'est le fait que pour Shinran, on reste des petits gugus normaux. Donc, eh bien, on va être amené à commettre des erreurs. On va être amené à faire des boulettos. Parce que, eh bien, on reste des gugus normaux. Et donc, quand c'est vraiment des boulettes qu'on a commis parce que voilà, on est encore esclave de nos propres passions, on va réagir, des fois on va se mettre en colère, on va s'énerver, etc. Tous ces éléments-là ne sont pas en mesure d'entraver le vœu primordial d'Amida. Rien de ce qu'on va pouvoir commettre comme ça va être en mesure d'entraver le vœu du Bouddha Amida. Mais pour Shinran, les personnes qui volontairement vont commettre le mal parce qu'elles se disent que le Bouddha Amida est derrière elles, c'est des personnes qui, d'une certaine façon, ne s'en remettent pas vraiment au Bouddha Amida. Parce que si elles s'en remettaient vraiment au Bouddha Amida, elles auraient envie, comme il le disait avant, naturellement, elles auraient envie de chasser le mal qui est dans leur cœur et de préférer le Bouddha Amida. C'est une mauvaise compréhension des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas spontanément, par moment, commettre des conneries sans le faire exprès, parce qu'on n'a pas la vision. On est des personnes normales dans un monde complexe. On n'a pas la vision de tout ce qui se passe. Et des fois, effectivement, on va mal agir, etc. Et tout ça ne sera pas en mesure de bloquer ce que fait le Bouddha Amida. Vous voyez la nuance. La nuance est quand même assez subtile. On n'a pas cette nuance quand on lit ici ce tout petit paragraphe, mais on a la nuance quand on lit la lettre de Shinran qui, vraiment pour moi, semble commenter ce chapitre du Tanisho. Et donc il continue, quand en entendant cela, donc en entendant le fait que du coup, peu importe ce que vous avez fait dans votre passé, le Bouddha Amida vous reçoit sans vous juger, quand en entendant cela, la confiance dans le Bouddha d'une personne est devenue profonde, il ou elle en vient à détester un tel soit mauvais du coup, et à se lamenter de son existence continue dans le cycle des naissances et des morts. Et une telle personne dit alors joyeusement le nom du Bouddha Amida en s'en remettant profondément à ses vœux. Que des personnes, et ça c'est extrêmement important, cherchent à arrêter de faire le mal en suivant les impulsions de leur cœur, bien qu'auparavant elles pensaient au mal et le commettaient en suivant ce que leur esprit leur commandait, est sûrement un signe d'avoir rejeté le monde. Donc pour Shinran, c'est vraiment un signe de la personne qui s'en remet réellement au Bouddha Amida, le fait d'essayer d'arrêter de faire le mal. Mais à nouveau, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, on est sur quelque chose de plus personnel que juste suivre des préceptes. Et c'est pour ça que dans le Jodo Shinshu, on ne suit pas les préceptes qui sont du coup des préceptes qui vont être génériques et s'appliquer à tout le monde. Là, pour Shinran, on est vraiment sur du cas par cas, en fait. C'est au cas par cas que, eh bien, en fonction justement de cette compassion et de sagesse du Bouddha Amida qui rentre dans notre vie, eh bien, on va essayer d'agir au mieux en fonction des circonstances. Donc c'est très circonstanciel, c'est vraiment sur la base des circonstances qu'on va agir plutôt que de suivre une règle qui serait prédéfinie à l'avance. Voilà. Éponine qui dit oui, ça reste un enseignement pertinent qui m'est utile aussi. C'est pas pour rien que j'adore Manchi. Ouais, Manchi, il est bon, ça c'est clair. C'est parce que j'ai autant de défauts que je suis sur la voie du Bouddha. C'est ça, exactement.
C'est ce que je réponds toujours aux gens qui me disent ce genre de choses. Et aussi aux gens qui me disent attention, hein, c'est pas très bouddhiste de faire ça. Hein. Ah ouais, quand ça m'énerve, ouais, quand je m'énerve ou j'ai un moment de faiblesse. Moi aussi, ouais, je trouve ça terrible. Je fais bah oui, mais je sais que je suis pas parfait. C'est pour ça que je pratique. Justement, j'essaye de faire en sorte que ça aille mieux, que je sois un peu moins chiant, s'il vous plaît. C'est pas pour ça qu'on est parfait. C'est clair. C'est tellement important. Et c'est là, j'aime beaucoup cette phrase. Hein. C'est pas parce que c'est parce que justement, c'est parce que j'ai autant de défauts que je suis la voie du Bouddha. Exactement, exactement. C'est parce qu'on en a conscience en fait. Et la première chose à faire, c'est en avoir conscience. Et vraiment, dans le Jodo Shinshu, c'est un élément qui est important. Hein. La première chose qui est importante, c'est de se rendre compte qu'on est une personne mauvaise qui n'ont pas arrêté de de faire des conneries en boucle depuis une éternité. Et dans le Jodo Shinshu, on va rajouter qui est incapable de se libérer par elle-même. Et de facto, on va se remettre à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est le Bouddha Amida. C'est les deux aspects vraiment c'est deux aspects de la foi, et c'est là-dedans en fait. C'est les deux aspects du cœur profond, pour être précis. De plus, puisque Shinjin, qui aspire à la naissance dans la terre pure, apparaît au travers des encouragements de Shakyamuni et d'Amida, une fois que l'esprit qui est vrai et correct apparaît en nous, donc une fois qu'on s'en est vraiment remis au Bouddha Amida, comment pourrions-nous rester tels que nous étions par le passé, possédés par nos passions mauvaises? À nouveau, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent complètement, mais ça veut dire qu'il va y avoir une amélioration continue, hein, progressivement. On va vouloir de plus en plus passer du temps auprès du Bouddha Amida plutôt que à faire n'importe quoi. Voilà. Et donc, il conclut en disant hein, on m'a signalé des cas de méfaits venant même de certains d'entre vous, hein, donc de mes propres disciples. J'ai entendu que certains calomniaient leurs maîtres, méprisaient les véritables enseignements, rabaissaient leurs compagnons de pratique. Tout cela est vraiment déplorable. Ils sont déjà coupables d'avoir calomnié le Dharma et d'avoir commis les 5 offenses graves. Tu ne dois pas les fréquenter. Donc, Gina, il est même assez dur avec ça, hein, en disant franchement, les gens qui font nimp, le mieux que tu as à faire, c'est de ne pas les côtoyer. Quoi. Vraiment, s'ils en sont à ce point-là, vaut mieux que tu t'isoles un peu d'eux parce que ça va avoir une mauvaise influence sur toi. Donc, éloigne-toi de ces gens-là. Quoi. Tu ne dois pas les fréquenter. Le traité sur la terre pure indique que de telles pensées apparaissent parce qu'ils n'arrivent pas à s'en remettre entièrement au Bouddha, au Dharma du Bouddha, donc ils ne s'en remettent pas réellement au Bouddha Amida. Sinon, ils n'agiraient pas comme ça. De plus, en expliquant ce qu'est le cœur sincère, il enseigne qu'il faut garder respectueusement ses distances et ne pas devenir proche avec ceux qui s'adonnent à ce genre de méfaits. Il nous enseigne plutôt qu'il faut nous rapprocher d'eux et devenir amis avec nos enseignants et compagnons de pratique. Donc là, il dit en gros, hein, si tu choisis tes fréquentations, évite d'aller vers ceux qui font vraiment n'importe quoi par rapport au bouddhisme. Rapproche-toi des personnes qui ont une réelle compréhension et qui sont de vrais compagnons de pratique, hein, qui sont de vrais amis de bien, qui vont pouvoir t'aider. Pour ce qui est de devenir ami avec ceux qui s'adonnent aux méfaits, ce n'est qu'après avoir atteint la terre pure et en être revenu pour le bien des êtres sentients que nous pourrons devenir proches et amis avec de telles personnes. Cela cependant n'est pas de notre fait, ce n'est qu'après avoir été sauvés par les vœux d'Amida que nous pourrons agir tel que nous le souhaitons. Mais pour le moment tel que nous sommes, que pouvons-nous bien faire? S'il te plaît, prends le temps de bien considérer tout cela. Puisque le cœur comme le diamant qui aspire à la naissance dans la terre pure est éveillé en nous par l'action du Bouddha, certainement, ceux qui réalisent ce cœur comme le diamant ne calomnieront pas leur maître et ne seront pas méprisants envers les enseignements. S'il te plaît, lis cette lettre à tous les gens de Kashima, Namekara, Minaminosho ou d'ailleurs qui partagent de l'aspiration. Lis-les avant qu'ils fassent n'importe quoi, s'il te plaît. Please. Lis la lettre. Lisez les PDF, s'il vous plaît, quoi. Et voilà, et c'est intéressant hein, pour ce qui est de devenir ami de bien avec ceux qui commettent les méfaits. Ce n'est qu'après avoir atteint la terre pure et en être revenu que nous pourrons les aider. En fait, il y a cette idée pour Shinran de dire ouais, si ces personnes-là c'est vraiment compliqué, vaut mieux que tu te rapproches de personnes qui sont des vrais amis de bien. Parce que, en gros, ne te place pas dans la position du sauveur, ne développe pas un complexe du sauveur, s'il te plaît. Il y a des personnes, ça va être trop compliqué de les gérer. Tu n'es pas forcément à même de le faire. Tu n'as peut-être pas forcément non plus le background, ni la santé mentale pour le faire. Donc plutôt, en plus là, il s'adresse vraiment à son disciple, hein. Donc à un de ses disciples. Donc peut-être qu'il connaît aussi l'état de ce disciple-là. Effectivement, il y a peut-être des disciples qui seraient aptes à le faire, mais pas lui apparemment. Et il dit vraiment, de ton côté, rapproche-toi plutôt de personnes de bien qui vont t'aider sur la voie plutôt que de personnes mauvaises qui risquent au contraire de te tirer vers le bas, quoi. Voilà. Donc vous voyez à quel point hein, ce discours est très nuancé par rapport à ce dernier paragraphe du chapitre 1
du Tanisho qui, quand on le lit sans tout ce contexte-là, pourrait très très vite être mal interprété et a été mal interprété par des gens qui ont mal compris ces enseignements, même parmi les disciples de Shinran, ou en tout cas les disciples des disciples de Shinran. Il y en a qui avaient très clairement mal compris ça, au point où Shinran a dû écrire une lettre pour recadrer un petit peu tout le monde. Une petite lettre du « vous allez vous détendre et arrêter de faire n'importe quoi, s'il vous plaît, please ». Et c'est justement à cause de ce genre de comportement qu'il y a eu derrière des attaques contre les pratiquants du Nembutsu, des endroits où le Nembutsu a été banni par les autorités locales et tout, parce qu'il y a vraiment des gens qui faisaient n'importe quoi. Ils faisaient n'importe quoi. Voilà, Shinran, il veut éviter ça, clairement. Il veut que les gens comprennent bien. L'importance de la mise bien, c'est la dédicace à Sudana, exactement. Donc voilà pour ce premier chapitre du Tanisho, court mais compact, avec pas mal de choses à raconter. J'espère que c'était intéressant et ça vous permet aussi de mieux comprendre tout ça. J'essaie de vraiment vous détailler ça, tout unpack. J'arrive pas à trouver le mot en français, mais voilà, vous développez en tout cas tout ce paragraphe qui est vraiment bien compact. Et voilà, j'espère que ça peut vous aider. Rester le Nembutsu tribunal, ça marche pas, c'est ça. C'est clair. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair pour vous? En tout cas, ça me fait plaisir de refaire ces lives-là. Là. Puis en plus, là, on est dans le vif du sujet bien fort, quoi. Alors, Ebony qui dit « Je suis en train d'étudier le commentaire de Maître Oui, alors je ne sais pas du tout le prononcer, bien entendu, hein, sur le Petit Sutra. Il est passionnant et son commentaire arrive à lier Terre pure Tiantai, Kegon, je vais le dire en japonais, ce sera plus simple, et Chan dans une explication cohérente, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Non, je ne l'ai pas, mais ça peut être intéressant. Il est traduit en anglais par le titre Mind Seal of the Buddha. Ah ouais, intéressant. Il faudra que je regarde ça. Ça peut être très intéressant. Ouais. Avec plaisir, avec plaisir. The Mind Seal of the Buddha. Énorme. Ah ouais, bah, franchement intéressant. Ouais. Ça serait intéressant de voir ça. Merci beaucoup. Ouais, non, je n'ai pas la ref, celui-là. Excellent. Bah écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. On va peut-être terminer par la méditation, comme d'habitude. Je vous rappelle hein, que du coup, on reprend donc lundi soir sur le Discord, il y aura une cérémonie de Jodo Shinshu. Hein, maintenant, tous les lundis soirs, on va faire ça ensemble. Donc, on commence par une petite cérémonie de 15-20 minutes. On discute ensemble pendant 20 minutes à peu près, 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, on termine par une petite session de méditation. Le but étant de tenir comme ça sur 1 heure. Voilà, ensemble. Et le but, c'est, comme ce sera sur le Discord, pas en live ici sur Twitch, mais sur mon serveur Discord. D'ailleurs, je vais remettre le lien si jamais il y en a pas qui sont là et qui n'ont pas le lien. Hop, je vous remets le lien. Attendez 2 secondes. Hop, tac, je vais vous remettre le lien du Discord. Voilà, n'hésitez pas à participer, même si voilà, vous ne connaissez pas plus que ça le Jodo Shinshu. Tout le monde est le bienvenu. Il n'y a besoin d'aucune connaissance avant. Donc voilà, le but, c'est de voir comment se passe une cérémonie de Jodo Shinshu et puis de discuter en live, parce que du coup, ce sera sur le serveur Discord, donc on peut vraiment, dans le canal vocal, donc on peut vraiment discuter. Vous n'êtes pas du tout obligé de mettre la cam, ni obligé de discuter. Vous pouvez juste être là en lurk. Il n'y a aucun problème. C'est toujours très bien. Merci Christine. Et Bonnie, ça m'avait manqué live, merci beaucoup. Merci Nochi pour ton commentaire. Et Tomeo qui dit, j'imagine, la défense tribunal. J'ai resté le Lemutsu, c'est bon, je suis acquitté. Ça ne marche pas. Il a dit Namandabu, acquitté. T'as le juge, c'est un pur pratiquant du Nembutsu et tout. Il a effacé toutes ses fautes, acquitté. Ça ne marche pas dans la vraie vie.